Bonjour et bienvenue à l'atelier de création Paradis Perdu. Bonjour. Alors, vous nous connaissez déjà via la petite histoire du jeu de rôle et les 24 épisodes. On a décidé avec Romain, parce que comme ça, en loose day, de notre côté depuis des années. Depuis des années, oui. Puisqu'on est dans le hobby du jeu de rôle. On crée souvent pour nos amis, pour la famille, pour faire jouer. Voilà. Et on a décidé récemment, de créer cette année, l'année dernière d'ailleurs, l'année dernière, 2026. oui, on est déjà en 2026, eh bien l'atelier de création Paradis Perdu. Et du coup, on a récupéré nos créations, qui datent depuis plusieurs mois, plusieurs années, et surtout une création commune qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ça fait quand même 5 ans qu'on bosse dessus. 5 ans qu'on travaille dessus, et qui s'appelle d'ailleurs Paradis Perdu, c'est un jeu de rôle. Mais du coup, pourquoi Paradis Perdu ? Et qu'est-ce qui se passe dans ce jeu ? Eh bien, Paradis Perdu, c'est un jeu qui se déroule à l'époque médiévale, au XIVe siècle pour être plus précis. Siècle très riche, d'ailleurs, historiquement. La guerre de 100 ans, la Grande Peste, au début du siècle, le règne de Philippe le Bel avec la chute de l'ordre du Temple, oui, que d'événements au cours de ce XIVe siècle. Le schisme de l'Église, avec la papauté en Avignon, la papauté à Rome, enfin bref, beaucoup de choses. On a décidé donc de placer notre jeu à cette époque, et il a une dimension fantastique, et pas seulement historique, il a une dimension, je dirais, un peu diabolique. Et le Paradis Perdu, eh bien, c'est le célèbre poème de John Milton qui nous raconte la chute de Lucifer. Et justement, Lucifer, c'est le narrateur du jeu, et quasiment même le maître de jeu, non ? Et même le créateur du jeu de rôle, non ? Ah, peut-être, oui, ça c'est possible, mais il ne faut pas trop en parler. Du jeu de rôle, en général, avec un grand J. Voilà. Et donc, on y joue un peu des âmes perdues, voire damnées, qui vont être au service de Lucifer, du prince des ténèbres, de Satan, du diable, vous l'appelez comme vous voulez, il a toujours eu beaucoup de noms. Et au XIVe siècle, il commence d'ailleurs à être appelé Lucifer, à être confondu avec la figure satanique, et c'est lui qui donne des missions aux joueurs, et leurs personnages donc vont, devenus immortels par la grâce diabolique, si je puis dire, vont accomplir des missions dans l'intérêt du malin. C'est aussi le nom qu'on donne au maître de jeu dans ce jeu. Et ainsi, sur les routes dangereuses et tortueuses du XIVe siècle, ces personnages qui ont la capacité d'ailleurs de changer de corps, leur âme est immortelle et éternelle, mais leur corps, lui, n'est qu'un vaisseau transitoire, ils vont avoir la capacité donc de bouger de corps en corps, de posséder littéralement, ou plutôt d'expulser, les âmes de malheureux mortels afin d'accomplir la volonté du démon. Et cette capacité qu'on appelle la transition, justement. Et inutile de dire que, est-il besoin de préciser que faire un contrat avec le diable, ça ne se passe jamais très bien, les fameuses petites notes en bas des documents. Bref, c'est un jeu quand même assez... il y a de l'humour dans le jeu quand même, il faut le préciser. Alors, on joue des humains. Des humains, mais voilà. Pas tout à fait humains, puisqu'ils ont passé un pacte avec le diable. Voilà, alors disons que par défaut, on peut dire qu'ils ont succombé. Le cadre de jeu, le premier scénario que nous proposons dans le jeu se déroule en 1350, c'est-à-dire en plein cœur de l'épidémie de peste qui a ravagé toute l'Europe de 1347 à 1352-53. Et donc on part du principe que probablement ces malheureux ont succombé à la peste. Et c'est là que le diable les a récupérés avant qu'ils n'aillent, alors certainement pas trop au paradis, mais pas là-haut, plutôt il risquait d'aller en bas. Mais Lucifer leur laisse une petite chance parce qu'il a des plans. Il a des projets, il a un agenda, comme on dit aujourd'hui, et donc il demande aux joueurs, en échange de leur service, en échange plutôt de sa promesse, qu'ils puissent accéder à la félicité, je me demande comment ils peuvent y croire, mais enfin bref. Et donc en échange de cela, en échange de cette promesse, il leur demande d'accomplir ces 4 volontés. Et tout comme celle de Dieu, les voies de Lucifer sont assez impénétrables, il faut quand même le dire. Donc on a des personnages joueurs, donc des personnages dans le jeu qui sont définis, des caractéristiques, des affinités, des avantages, des défauts. Alors, quelles caractéristiques ? Alors,
des caractéristiques qui ne vont pas beaucoup surprendre, mais nous leur avons donné un autre nom. La force, nous l'appelons la puissance, la constitution, nous l'appelons résilience, la dextérité, nous l'appelons aisance, il y a la ruse, l'intelligence, on n'aime peut-être pas trop cette caractéristique en jeu de rôle, parce que c'est toujours difficile de jouer l'intelligence d'un personnage par rapport à l'intelligence du joueur. Alors, nous choisissons plutôt la ruse. L'acuité, c'est un peu la perception, finalement, ce sont les 5 sens. Et l'aura. L'aura, c'est le charisme, c'est la présence pour les interactions sociales. Voilà. Et elles sont... Alors, tout ça, et comme on est généreux, on va vous apprendre un petit peu le latin, pendant qu'on y est. Voilà, oui, nous avons fait... Accompagné de termes latins. Voilà, accompagné de termes latins, rappelons que c'est la langue des érudits au Moyen-Âge, qu'à l'université, les cours sont en latin, que les savants s'expriment en latin, et que c'est, bien entendu, la langue de l'Église. Donc ces caractéristiques ont une valeur soit fixe, soit aléatoire. 3 de ces caractéristiques modulées. Et à chaque fois que les personnages donc changeront de corps, ils attribueront comme ils le souhaitent, soit 3 valeurs fixes à 10, soit 3 valeurs fluctuantes à 1d6, 2d6 ou 3d6. Et donc à chaque fois qu'ils changent de corps, donc de métier en quelque sorte, nous les appelons d'ailleurs les... C'est une bonne question. Les vocations. Les vocations, voilà. À chaque fois qu'ils changent de vocation, ils ont la liberté de changer l'attribution de leurs caractéristiques. Alors, il y a différentes valeurs, et donc des valeurs fluctuantes. Voilà. De quelle façon on teste les caractéristiques pour des actions ou des situations? Avec le bon vieux dé à 20 faces. Un dé à 20 faces? Pourquoi un dé à 20 faces? Alors attention, précisons à toutes les personnes qui nous regardent qu'il ne s'agit pas d'un système de type D20. On joue avec un D20, mais là il s'agit de faire un score inférieur ou égal à la caractéristique testée. Il n'y a pas de compétence. Dans ce jeu, il n'y a pas de compétences, on ne teste que les caractéristiques. C'est-à-dire que si par exemple un personnage souhaite faire une épreuve d'athlétisme, si je puis dire, eh bien il testera sa puissance ou bien d'ailleurs son aisance pour pouvoir accomplir la tâche. Lorsqu'il s'agit d'une interaction sociale, si tu veux par exemple faire une analyse un peu psychologique de quelqu'un, si tu veux le persuader, lui mentir, je ne sais quoi, le séduire, ce sera un test avec ton aura. Et ainsi de suite. Quant à l'acuité, je l'ai dit, c'est la perception, donc écouter, sentir, voir, observer, rechercher, ce sera un test d'acuité. C'est-à-dire que donc les caractéristiques servent aussi de compétences en quelque sorte. Et peut-être faut-il parler des caractéristiques secondaires très importantes. Alors, 2 qui vont être les points de vie, qu'on appelle le corps, le corpus en latin, et la défense, qui sert en gros c'est une sorte de classe d'armure, si je puis dire, la défense, c'est un chiffre qui va servir de malus au jet lors des attaques pendant le combat, et surtout, je dirais, la caractéristique l'essentielle, qui va donner son identité même à notre jeu, le fiel. Bilis, nous l'avons appelé en latin, le fiel. Alors le fiel, c'est comment dire, un mélange de l'aigreur, l'animosité, la colère, la frustration de ces âmes damnées que l'on joue, et le fiel, c'est le fluide en quelque sorte, qui va, dans l'économie du jeu, financer les jets de dés, c'est-à-dire que c'est une valeur très fluctuante, qui commence en moyenne à 10, elle peut être un peu plus faible, un peu plus élevée, et on dépense des points de fiel pour se donner des bonus, tout simplement. Et le fiel, on en perd, on en gagne dans toutes sortes de situations dans le jeu. Quand on est confronté, par exemple, à la vraie foi, on va en perdre. Quand on va se livrer à des activités, je dirais, qui se basent un peu sur les 7 péchés capitaux, eh bien, les personnages qui vont se livrer à leur penchant, je
dirais, à leur péché, vont récupérer du fiel. Alors, genre, l'avarice, la luxure, la colère, quand ils vont s'abandonner à leurs vils instincts, ces personnages, ils vont récupérer du fiel. Et donc le fiel, c'est en quelque sorte, si je puis me permettre ce jeu de mots, le fuel des personnages, c'est leur carburant, c'est leur énergie magique, et il va intervenir également dans la pratique de la sorcellerie, etc. D'ailleurs, je précise tout de suite que on a dit que les personnages possèdent un mortel et donc acquièrent sa vocation. Donc s'ils possèdent un soldat, ils sont soldats, s'ils possèdent un marchand, ils sont marchands. Mais dans ce jeu, on part du principe que tout le monde, tous les personnages, sont capables de pratiquer la sorcellerie. Donc dans ce jeu, il n'y a pas vraiment de classe de personnages. On change souvent de classe de personnages. On peut garder en mémoire des éléments des différentes vocations que l'on a déjà possédées, mais par défaut, tout le monde est capable d'accomplir des rituels magiques, et la magie dans ce jeu, croyez-moi, elle n'est pas de tout repos, ce n'est pas une magie, alors ce n'est pas une magie de type Donjons et Dragons, c'est une magie plutôt rituelle, elle prend du temps. On peut la déclencher instantanément, mais à condition d'avoir passé beaucoup de temps au préalable dans le rituel qui a permis de fabriquer un élixir, un talisman, une amulette, ce genre de choses. Et il y a deux types de magie, une magie que tout le monde connaît au départ, et puis on peut se spécialiser ou approfondir dans des rituels absolument effroyables, des rituels sous le haut patronage, si je puis dire, de Lucifer, une magie démoniaque, beaucoup plus puissante. Et d'ailleurs, on s'est quand même un peu amusé à faire des sortilèges, assez monumentaux. Et la magie peut se retourner contre les personnages, bien évidemment. Et les joueurs, d'ailleurs, n'ont pas que ces pouvoirs magiques-là à leur disposition. Alors, outre voilà, la transition. La transition, la magie. Donc. La magie qui fait qu'on est proche du malin. Qu'est-ce qui fait encore, pour chaque personnage, on est rattaché à Lucifer? Eh bien, là encore, on s'est inspiré de la littérature de l'époque. On s'est inspiré de la Divine Comédie de Dante. Dante, qui, quand il décrit l'enfer, nous parle des cercles de l'enfer. Et donc, il y a plusieurs cercles infernaux. C'est l'expérience. Plus on plus on participe à des sessions de jeu, et plus on progresse dans les cercles de l'enfer. Donc, un premier scénario va donner le premier cercle, il en faut 2 pour le deuxième, 3 pour le troisième, etc. C'est une incrémentation de la sorte qui crée l'expérience de ce jeu. Il y a l'expérience, il y a une sorte de progression dans la participation aux sessions de jeu, et à chaque fois qu'on accède à un cercle des enfers, on accède à un pouvoir unique, qui ajoute donc aux capacités magiques, surnaturelles des personnages. Alors ces personnages, ils sont quasi immortels, ils peuvent faire de la magie, de la sorcellerie, des rituels, ils ont des pouvoirs qui leur assurent une place dans la hiérarchie infernale. Alors on pourrait croire finalement qu'on joue des espèces de super-héros au service de Satan, mais en fait non, Je parlais d'un peu d'humour dans le jeu, et je parlais du contrat avec le diable, c'est un peu un marché de dupes. Croyez-moi, les handicaps sont à la hauteur des avantages, voire même, avouons-le, supérieurs aux avantages. C'est un véritable jeu de survie, en vérité. Il y a dans le jeu vidéo, on parle parfois du style survival horror, du jeu d'horreur de survie. Eh bien, c'est un peu ça quand même notre jeu, parce que les personnages, ça ne va pas être de tout repos, leurs aventures. Et d'ailleurs, c'est un jeu avec lequel il ne faudra pas le mettre dans toutes les mains. Non. Il y aura peut-être à certains moments un gros panneau interdit à 18 ans. Disons qu'il y a une certaine liberté de ton dans le jeu qui est rédigé. Le jeu est rédigé par, si vous voulez, les règles sont présentées comme si c'était Lucifer qui parlait, un peu comme un maître d'école, un petit peu pervers quand même, il faut le dire. Et oui, il y a un peu de provocation. Il y a un peu de mauvais esprit, beaucoup même, quelques blagues plus ou moins douteuses, mais malgré tout, je reviens un peu sur ce que j'ai dit, ce que nous avons dit au tout début de cette vidéo, c'est que le cadre historique est quand même là. C'est-à-dire il y a un respect du cadre historique. Aucune prétention d'historien, je ne suis pas historien de formation, toi non plus, nous n'avons aucune prétention
d'exactitude historique. D'ailleurs, même si on y est sensible. On y est sensible, bien entendu, mais nous avons fait quelques peut-être approximations, ou plutôt quelques résumés, quelques facilités d'écriture qui nous ont permis de ne pas entrer dans des subtilités trop grandes. Cela dit, ce cadre historique est là et bien là. Et justement, le cadre historique nous apprend que c'est un siècle quand même où les chances de survie sont faibles. Même quand on est une créature surnaturelle au service du diable, parce que, voilà, la peste, la guerre de 100 ans, les troubles sociaux, c'est une période, c'est un siècle charnière, le XIVe siècle. C'est le siècle où, je dirais, des équilibres de pouvoir se créent, et plutôt des déséquilibres de pouvoir qui se créent, et toutes les décennies du XIVe siècle sont des périodes de tensions extrêmes. Voilà. Alors même si nous avons d'ailleurs placé, peut-être faut-il dire cela, notre jeu en 1350 par défaut, rien ne nous empêchera rien ne vous empêchera, maître de jeu et joueur, de faire des parties, des sessions qui se déroulent au début du XIVe ou à la fin du XIVe, parce qu'après tout, les personnages sont déjà morts. Lucifer a une notion du temps très fluctuante, et il peut parfois envoyer les joueurs à telle ou telle époque, car ses plans sont complexes, et se jouent sur plusieurs temporalités. Voilà. Donc là, on a présenté les règles, le contexte. Voilà. Mais ce n'est pas fini. On prévoit d'autres éléments Bien sûr. pour le futur concernant ce jeu. Bien sûr. Et je crois que tu as écrit un scénario. Absolument. Un scénario. Le premier scénario, je l'ai écrit dans le livre de base, donc le livre. Vous avez un scénario d'ailleurs d'une longueur certaine pour commencer. Je pense qu'il vous donnera qui vous réservera pas mal de sessions. Il s'appelle Le Bûcher des Vanités. Et dans la suite directe de ce scénario, je suis en train d'écrire un scénario qui s'appelle Quelque chose de pourri en Avignon, où les joueurs vont devoir se rendre, je n'en dirai pas trop, devoir se rendre dans la cité des papes. Et je crois que celui-là, il y a un gros panneau interdit aux moins de 18 ans. Oui, voilà. Quand on dit interdit aux moins de 18 ans, il ne faut pas s'imaginer, je dirais, des choses scandaleuses, mais disons que c'est quand même pour un public averti. Voilà. Et là, car ce sont des vrais scénarios, il y a une vraie, je dirais, une intrigue véritable, ce n'est pas du n'importe quoi qui part dans tous les sens, même si, quand même, il faut l'avouer, un des aspects de notre jeu, je pense, c'est justement la liberté autour de la table, dans le sens où la gestion des personnages et leur vie quotidienne va parfois, d'ailleurs, à mon avis, servir de scénario ou de session de jeu entièrement consacrée à eux, à la gestion de leur vie, parce qu'ils ont possédé des gens qui peuvent être reconnus. Et dont ils n'ont pas d'ailleurs accès à la mémoire. C'est ça la petite... Vous voyez déjà, quand je parlais des handicaps, lorsque les personnages possèdent un mortel, ils n'ont pas accès à leur mémoire. Donc ils vont à leur mémoire intime. Ce qui veut dire que s'ils sont confrontés à leurs familiers, ils vont avoir quelques difficultés. Il y a aussi bien sûr les adversaires angéliques, les adversaires de la foi, les monstres. Et puis même les monstres de leur propre camp, les démons, ne vont pas forcément se montrer amicaux envers eux. Donc il y a des créatures fantastiques, il y a bien entendu, comme je disais, les contingences de la vie au XIVe siècle. Tout cela va leur créer pas mal de difficultés, d'obstacles, en plus des missions que le diable leur confie, et c'est cela qui fait, je pense, tout le sel de notre jeu. Très bien. Donc là, nous avons parlé du jeu de rôle Paradis perdu, qui est déjà disponible sur lulu.com et Amazon. Vous pouvez vous procurer sur Amazon en version couverture rigide, et sur lulu.com en version souple. Paradis perdu, avec des illustrations de Farid que vous voyez sur la table, voilà, et qui s'inspire de motifs médiévaux. Enluminures, vitraux, du style de l'époque, ouais. Et du style de l'époque. Et vous remarquerez que la plupart des personnages ont d'étranges attributs un petit peu monstrueux. Autre handicap d'ailleurs du jeu, car tout le monde porte une marque diabolique un signe du malin. dans ce jeu, un signe du malin. Voilà. Très bien. Alors,
L'atelier de création Paradis Perdu, c'est pas seulement Paradis Perdu, le jeu de rôle de Romain Stork et Farid Ben Salem, c'est aussi d'autres projets, d'autres jeux de rôle sur lesquels, je le répète, on travaille depuis longtemps, ou plus récemment. Donc, par exemple, toi, tu as travaillé... Alors, j'ai deux projets en cours d'écriture et même de finalisation pour l'un d'eux. Un jeu, alors je n'en dis pour l'instant pas trop, un jeu de Dungeon Crawl. Ça ressemble à de l'old school Renaissance, mais ce n'est pas du tout cela, c'est tout à fait spécial. Pour l'instant, je lui donne un titre générique de Ultimate Dungeon Crawl, mais il a un autre titre qui s'appelle Les Terres Maudites. Et puis, un autre jeu qui, pour l'instant, n'a pas non plus de titre définitif, qui est un jeu de super-héros, mais très particulier. Voilà, qui se déroule dans un futur proche. Voilà, ce sont mes deux projets en cours pour l'atelier Paradis Perdu. Et moi, je vais proposer un autre jeu de rôle de super-héros qui va rappeler un petit peu la série qui est parue il y a 15 ans, je crois. À peu près, oui. À la télé, donc Heroes. Ça va permettre à des personnages, j'ai envie de dire, du commun, qui se retrouvent avec des super pouvoirs et qui se retrouvent dans des situations anecdotiques. De plus, il y a différents projets pour l'atelier de création Paradis Perdu, d'autres jeux de rôle, dont un qui va se passer en France dans un futur très proche et avec une France qui est occupée, pas par ce qu'on croit, mais bon, ça vous le découvrirez bientôt. Et on travaille en format livre, sur des jeux de table, donc proches, en fait, mais pas proches, mais c'est des wargames, donc des wargames qui surtout se jouent en solitaire. On en trouve déjà différents produits, et c'est quelque chose qui permettra de simuler, de s'aventurer encore une fois au sein j'ai envie de dire, d'une situation que l'on connaît déjà actuellement, qui se situe à quelques milliers de kilomètres de nous et qui permettra par exemple de gérer une unité française qui se retrouve proche de Kiev et qui devront se débrouiller sur 20-30 épisodes pour survivre dans une situation qui n'est pas facile. Voilà, ça c'est les différents projets et il y en a encore d'autres. Oh, il y en a d'autres, oui. Sans parler bien sûr des suites comme la petite campagne que j'ai écrite en ce moment pour Paradis Perdu, parce qu'on ne laissera pas tomber les jeux que nous publions. Très bien. Merci Romain. Merci Farid. Et puis on vous dit à très bientôt pour vous présenter encore d'autres projets et aussi nos différents épisodes de la petite histoire du jeu de rôle et la petite interview.